Les Américains aux urnes, en jeu la totalité de la Chambre des représentants, le tiers du Sénat et les 2 tiers des mandats de gouverneur. Des élections test à mi-chemin du mandat de George Bush. La Hongrie, 24e membre du Conseil de l'Europe, c'est le premier pays de l'ancien bloc de l'Est à être accepté au sein du plus ancien organisme européen. Pas de relâche pour les lycéens. Après le grand rassemblement d'hier, ils ont de nouveau défilé par milliers dans plusieurs villes de province. Bonsoir. Saddam Hussein est-il en train de réussir à créer des failles dans le front anti-irakien? Depuis quelques jours, les missions officieuses se succèdent à Bagdad pour obtenir la libération des otages. Et face à ce qu'il appelle des requêtes, Saddam Hussein joue sa carte favorite, la libération au compte-gouttes. Aujourd'hui, il a autorisé le départ de 106 occidentaux, dont 77 japonais. Et ce soir, c'est Willy Brandt, l'ancien chancelier ouest-allemand et prix Nobel de la paix, qui tente de ramener ses otages. Memona Interman. Les 77 Japonais rentreront à Tokyo jeudi avec leur ancien Premier ministre, M. Nakasone. Mais celui-ci n'a pu obtenir le départ de ses quelques 300 autres compatriotes. Pourtant, il n'a pas lésiné sur les qualificatifs pacifistes. M. Nakasone a même plaidé pour Saddam Hussein. Il l'a trouvé très attaché à un règlement tranquille de la crise. Saddam Hussein a encore un meilleur atout en poche, c'est Willy Brandt. L'ancien chancelier compte bien rentrer en Allemagne avec les quelques 400 otages allemands. Il va aussi présenter des propositions, a-t-il dit, pour régler le conflit. Monsieur Brandt est pour une solution arabe, c'est exactement ce que veut l'Irak. La communauté européenne se pince le nez en jurant pas de négociation. Yasser Arafat, qui sert d'intermédiaire, est de plus en plus optimiste. Il affirme aujourd'hui les chances de la paix sont plus grandes que celles de la guerre. Propos à retenir de la perspective des prochains entretiens en Arabie Saoudite, puis en Irak, du ministre chinois des Affaires étrangères. M. Chiang Kai-shek, arrivé aujourd'hui au Caire, sera à Bagdad le premier chef de la diplomatie d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, un pays qui peut donc opposer son veto à une guerre décidée par l'ONU. On se demande maintenant pour qui travaille le temps. Délégation chinoise, japonaise et allemande, donc seuls les États-Unis et la Grande-Bretagne restent très fermes avec Saddam Hussein en ce qui concerne le problème des otages. George Bush l'a dit et répété, il ne veut pas de compromis. C'est même devenu l'un des leitmotifs de sa campagne électorale ces derniers jours. Campagne pour des élections législatives et de gouverneurs qui se déroulent en ce moment même aux États-Unis. L'enjeu est de taille. Les républicains vacillent en effet face aux démocrates, mais George Bush, lui, remonte dans les sondages. Sylvie Levet. Et si le monde avait raison? Il suffit que la tension monte au Moyen-Orient pour que la cote du président américain grimpe. Un sondage annoncé hier sur la chaîne de télévision ABC confirme 59% des Américains croient encore en George Bush contre 51% au mois d'octobre. Un beau record pour un président en milieu de mandat. Qui plus est, un jour d'élection. Des élections sans surprise qui devraient donner vainqueurs les démocrates sortants. Des élections qui traditionnellement font froid dans le dos au chef de la Maison-Blanche puisqu'elles servent de véritables tensiomètres auprès de la population et permettent d'évaluer la cote présidentielle. En clair, George Bush a de bonnes raisons de craindre le verdict. D'autant que la récession économique joue en sa défaveur, le taux de paupérisation dépasse les 12% et que lui et ses amis républicains ont failli à leurs promesses électorales en augmentant les impôts. L'astuce du président, indépendamment du résultat des urnes de ce soir, avoir su mener à temps une campagne verbale extrêmement violente à l'encontre de Saddam Hussein, ralliant ainsi du même coup tout un courant d'opinion qui commençait à ne plus y croire. Mais jusqu'à quand ? La crise du Golfe, mais aussi une situation économique alarmante. George Bush doit faire face sur tous les fronts. Le dollar est aujourd'hui tombé en dessous de la barre symbolique des 5 francs à Paris. Cela n'était pas arrivé depuis 10 ans. Et ce n'est pas un hasard. L'économie américaine se porte mal. Tous les indicateurs sont au rouge. Martine Thiébaut. L'économie américaine est assise sur un volcan. D'un côté, une croissance qui se dérobe, un chômage qui grimpe, des entreprises en difficulté. De l'autre, le point intolérable de la dette américaine, affiché aux yeux de tous dans les rues de New York, en tout, depuis 10 ans, 10 000 milliards de dollars accumulés. La situation d'endettement est comparable à celle de 1929. Tout le monde a vécu sur des vagues de crédit, c'est-à-dire que les Américains, entreprises et ménages et États, ont vécu au-dessus de leurs moyens, ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas. Jusqu'en 89, l'arbre cache la forêt, la dette américaine, ce sont les Japonais et les Allemands qui ont les moyens de la payer. Mais début 90, la croissance mondiale s'essouffle et parallèlement, il y a trop à payer. Reconstruction des pays de l'Est et crise du Golfe. Allemands et Japonais aident moins les États-Unis, alors c'est la crise. Les remèdes, augmenter les impôts, c'est ce qu'est contraint de faire le président Bush.
Mais à dose homéopathique, l'approche des élections présidentielles dans 2 ans ne laisse pas place à des décisions de grande envergure. Reste une autre arme, la baisse du dollar. L'une des autres conséquences d'une baisse du dollar, comme celle qui a lieu actuellement, c'est que dans 2 à 3 trimestres, ils vont faire des performances bien meilleures sur le commerce extérieur. Ils vont exporter plus et importer moins, et donc diminuer leur déficit commercial. Des performances bien meilleures, mais au détriment, bien sûr, d'autres pays, principalement les pays européens. Même si, à court terme, cette baisse du dollar satisfait tout le monde, en compensant pour beaucoup la hausse du pétrole. Le rabbin Kahn a été assassiné hier soir à New York, tué d'une balle en pleine tête alors qu'il donnait une conférence dans un hôtel de la ville. Le meurtrier a été interpellé par la police et blessé. Il est sous bonne garde dans un hôpital. C'est un homme de 35 ans, apparemment d'origine arabe. L'attentat a été revendiqué par une organisation tout à fait inconnue jusqu'alors, le groupe de la Lumière occidentale. Le rabbin Kahn, c'était le symbole de l'intransigeance religieuse. Son objectif était clair, chasser tous les Palestiniens et les Arabes d'Israël et des territoires occupés. Son assassinat risque bien sûr de remettre le feu aux poudres après la tuerie de l'esplanade des mosquées. Marc Mémon. Expulser les Arabes, y compris ceux de nationalité israélienne, telle était la profession de foi et presque toute la philosophie politique de Meir Kahane, celui qu'on avait baptisé le rabbin de New York. Né aux États-Unis, il avait fait son alia, son installation en Israël, au nom de la loi du retour, il y a une vingtaine d'années. Il avait alors fondé le Parti K, ce qui signifie « c'est ainsi » en hébreu, et s'était fait élire député de la Knesset en 84. Il affichait ouvertement ses idées racistes, et c'est précisément en raison du vote d'une loi contre le racisme qu'il fut interdit d'élection aux législatives de 88. Son parti est alors marginalisé, mais le courant qu'il représente et qui reste très minoritaire en Israël retrouvera une expression politique dans d'autres formations d'extrême droite proches de l'actuel gouvernement israélien. Meir Kahane était sous le coup d'une inculpation par la justice israélienne pour sédition. En Israël, ses partisans ont annoncé qu'ils ne pourraient pas éviter des représailles. Ces obsèques devraient avoir lieu demain à Jérusalem. En France, il n'y avait pas de mot d'ordre, ce n'était pas prévu, mais les lycéens sont à nouveau descendus dans la rue, pas à Paris mais en province. Manifestations plus ou moins importantes dans une vingtaine de villes. Les revendications sont toujours les mêmes et tous préparent la grande manifestation de lundi prochain. Reportage dans le lycée Saint-Exupéry de Marseille, Steve-Henri Peters. Lycée Saint-Exupéry, quartier nord de Marseille, plus de 1800 élèves. Comme partout ailleurs, ils sont dans la rue. La principale revendication est d'ordre pédagogique. 25 élèves par classe, mais il faut des professeurs et des locaux dignes de ce nom. Les élèves se plaignent de la vétusté, et c'est vrai. Quand on se promène dans les bâtiments, on s'aperçoit qu'un entretien élémentaire n'a pas été fait depuis très longtemps. La visite du bâtiment laisse pantois, et si une certaine responsabilité incombe directement aux élèves, ce n'est pas le cas pour tout. Les crédits manquent, ce qui fait que les conditions d'études sont réellement condamnables. Des mobiles, on va aller jusqu'au conseil régional, on se regroupe là-bas, on va aller voir M. Gaudin. Voilà. Gaudin, ah ouais. Monsieur Gaudin qui ne sera pas là. 15 h, l'hôtel de la région. Les lycéens ont retrouvé leurs camarades des autres lycées. Une délégation est reçue, les autres vont faire le pied de grue et en musique. 1 heure plus tard, l'heure de la sortie, c'est celle des comptes. On a déjà construit quand même 15 lycées neufs depuis 2 ans, ce qui est un chiffre assez important. Et on a un programme de rénovation sur l'ensemble des lycées, sauf pour les lycées qui sont en bon état, qui s'étage à peu près sur 3 ans. 3 milliards de francs sur 3 ans, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour que tout soit 3 bien? 3 milliards de nouveaux francs, ça fait de l'argent. Bon, aujourd'hui on est venu au conseil régional, mais je pense qu'on n'y reviendra pas parce que c'est pas là que se pose vraiment le problème. Nous, notre problème vraiment réel, c'est les 25 par classe. Les lycéens le scandent depuis le début du mouvement, ils veulent de l'argent pour étudier, ils ont l'impression de ne pas être entendus. Pourtant, hier de son côté, Lionel Jospin appelait au dialogue, un dialogue qui n'a pas eu lieu pour le moment mais qui pourrait bien s'engager ce soir sur la 3 à 20h35 dans l'émission de Paul Amar. Audite, pour la première fois en effet, Lionel Jospin et les lycéens vont se retrouver sur le même plateau. À vos côtés, Paul. Et oui, Élise, ce dialogue ou cette confrontation aura lieu ici, à Ris-Orangis, en plein cœur d'une banlieue. Le mouvement est parti des banlieues. Elle aura lieu aussi près d'un LEP, un lycée d'enseignement professionnel. Le mouvement est parti des lycées d'enseignement professionnel. Et cette rencontre nous permettra peut-être de saisir ce qui apparaît insaisissable. On connaît bien sûr les revendications des lycéens. On vient de l'entendre à l'instant. Plus de profs, plus de pions,
des sous et des locaux plus décents. Mais il y a autre chose qu'ils ont quelquefois du mal à exprimer, un certain désenchantement, un certain désarroi devant l'avenir. Et ce n'est pas un hasard si cette inquiétude se manifeste de façon plus aiguë ici, dans ces banlieues, qui tentent désespérément de trouver une âme, une vie, une couleur. Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi d'être là, loin des ministères, loin des palais nationaux, loin des beaux quartiers des centres-villes. Cette rencontre entre Lionel Jospin et les jeunes sera peut-être plus authentique et elle aura lieu avec tous les jeunes qui représentent toutes les coordinations, parce qu'il y en a en fait plusieurs, à l'image de Cécile. Qu'allez-vous demander à Lionel Jospin? Profiter de la venue du ministre ici pour lui demander de répondre concrètement à nos revendications, que ce soit sur les conditions matérielles d'études dans les lycées ou que ce soit sur les droits des lycéens, la vie culturelle dans le lycée, qu'on soit considérés comme des adultes et pas comme des gamins. On a entendu hier soir des deux côtés, aussi bien chez Lionel Jospin que chez vous, dialogue impossible. Est-il vraiment impossible à ce point? Non, je ne pense pas. Il est possible s'il nous répond concrètement sur ce qu'on veut et s'il ne lance pas que des chiffres. Cet échange aura lieu également avec les téléspectateurs. Vous pouvez, comme vous l'avez fait depuis 48 heures, appeler par Minitel FR3 code de FR3 3615 code FR3. Lionel Jospin répondra en direct à vos questions dans une demi-heure environ. À tout à l'heure. Merci Paul, on vous retrouve donc à 20h35 sur la 3. Politique, c'est dans une semaine qu'aura lieu le vote sur la CSG à l'Assemblée nationale et déjà 2 manifestations de prévues, 2 défilés séparés mais qui se rejoindront au Palais Bourbon, celle de la CGC et celle de la CGT. Un dossier qui sème décidément le trouble dans le monde politique. L'opposition et les communistes ont en effet décidé de voter une motion de censure contre le gouvernement Rocard, motion de censure qui ne passera qu'avec l'appui des centristes très courtisés par l'opposition et même peut-être un peu trop. Albert Ripamonti. Si motion de censure il y a, le sort du gouvernement Rocard devrait se jouer à quelques voix près. Celle des non-inscrits et celle des centristes. Des voix centristes courtisées ô combien, car l'opposition voudrait profiter du débat sur la CSG pour voter comme un seul homme. L'UDC de Pierre Méhaignerie a déjà donné son accord, mais cela ne suffit pas. Et pour enfoncer le clou, Jacques Chirac, mardi dernier, lors d'une réunion du bureau politique de l'UPF, invite une nouvelle fois ses partenaires à faire bloc contre Michel Rocard. Cette position systématique heurte les centristes, partisans eux d'une stratégie plus souple. Souplesse égale tiédeur, et voilà Valéry Giscard d'Estaing dimanche soir, qui visant Raymond Barre déclare « Je regretterai que tous ceux qui ont été élus avec les voix de l'opposition ne votent pas la censure. » Soupçon, pression, aujourd'hui Bernard Stasi explose. Je trouve scandaleux l'attitude d'un certain nombre de nos partenaires qui ne cessent de nous menacer des pires représailles si nous ne votons pas la censure. Je dis que c'est un discours de suspicion, c'est un discours de chantage qui ne convient pas entre partenaires et qui laisse mal augurer de l'avenir de l'UPF. Alors moi je dis que de telles attitudes me donneraient envie de ne pas voter la censure, parce que je ne voudrais pas donner le sentiment que je vote sous la menace, que je vote parce que j'ai peur. Et je peux vous dire que je ne suis pas le seul au sein du groupe à avoir cette attitude. À qui faites-vous allusion? Je fais allusion à tous ceux qui, de Valéry Giscard d'Estaing à Gérard Longuet, ne cessent de nous menacer. Nous en avons assez. L'UDC devrait tout de même voter la motion, mais ce texte pour l'opposition s'apparente presque à une arme à double tranchant. Politique toujours, coup de théâtre au Parti communiste. Charles Fitterman se retire de la commission chargée de la préparation du congrès. Et cela à un mois de la grand-messe du PC. Un épisode de plus dans la bataille que se livrent les refondateurs et la direction du parti. Véronique Gorel. Charles Fitterman n'aime pas servir d'alibi et quand c'est le cas, il préfère se retirer et s'en expliquer. Pour le chef de file des refondateurs, la commission chargée de la préparation du congrès ne rend pas compte des débats qui traversent le Parti communiste français. Alors il refuse de cautionner. Bien sûr, pour la première fois, l'humanité a ouvert ses colonnes aux contestataires, mais avec parcimonie. Sur 51 contributions, note Charles Fitterman, on n'en compte que 5 ou 6 de tonalité critique. Le retrait de Charles Fitterman est un nouvel épisode dans l'affrontement entre les refondateurs et la direction du parti à un mois du congrès.
Pas une semaine sans qu'un tabou ne soit transgressé. Ce sont les élus de Seine-Saint-Denis qui décident de faire cavalier seul en invitant l'ancien ministre de l'Éducation nicaraguayen. C'est un député communiste, Jean-Pierre Brach, qui rappelle les liens de Georges Marchais avec l'ancien dictateur roumain. Aujourd'hui, l'humanité se contente de juger sévères et injustes les reproches de Charles Fitterman à l'égard de la Commission, une façon de minimiser la fracture qui existe entre les refondateurs et la direction du parti. En France, le Parti communiste en pleine explication, on vient de le voir, alors que l'Europe s'ouvre pour la première fois à un pays du bloc de l'Est. La Hongrie est en effet devenue officiellement aujourd'hui un pays membre du Conseil de l'Europe. C'était à Rome. Reportage sur place de Laurent Andrest de notre rédaction européenne. Un hymne, un drapeau qui monte, une image de la fin de l'Europe des blocs. La Hongrie entre au Conseil de l'Europe, c'était ce matin à Strasbourg. Même image, même instant, mais à Rome, retransmise au palais Barberini, le ministre hongrois signe l'acte d'adhésion de son pays aux côtés de Catherine Lalumière, secrétaire générale du Conseil de l'Europe. 24e adhésion, première d'un pays qui passe ainsi de l'Europe de l'Est à l'Europe tout court. Le temps de signer, de passer d'une salle à l'autre, les 23 attendent le nouveau venu. Sa place est prête. Qu'attendez-vous du Conseil? C'est la meilleure garantie pour la stabilité du nouveau système hongrois. C'est la garantie de la fin du communisme. C'est la garantie d'une Europe unifiée fondée sur des valeurs communes. Pour le Conseil de l'Europe, conçu après-guerre pour un Occident adversaire de l'Est, c'est aussi une seconde chance, celle de réussir sa métamorphose de citadelle en maison commune, avec une ambition s'associer dès la fin novembre à Paris aux 35 pays de la conférence d'Helsinki pour former la première grande assemblée pan-européenne. Si tout se déroule comme nous le souhaitons, le Conseil de l'Europe peut devenir la structure de rassemblement de tous les pays d'Europe. Europe occidentale, c'est déjà fait, Europe centrale et orientale. C'est un peu la maison commune européenne ou pan-européenne qui est en train de se construire à Strasbourg autour du Conseil de l'Europe. C'est en tout cas ce qu'attendent les observateurs tchèques et polonais. Ils ne rejoindront pas avant longtemps la communauté des 12, alors pour eux ce sera cette Europe-là ou rester au bord de la route. Une prison ultramoderne, un simulacre de mutinerie et finalement une évasion en hélicoptère. Les 4 prisonniers de Lannemezan n'auront pas goûté aux joies de la liberté très longtemps. 3 d'entre eux ont en effet été arrêtés aujourd'hui en Espagne et le 4e est activement recherché par la police. Clément Veil-Rénal. La cavale des évadés de Lannemezan n'aura duré que 12 heures, du moins pour 3 d'entre eux qui ont été arrêtés en Espagne aux premières heures de la journée. José Dos Santos, Frédéric Boulet et Gilbert Ghislain ont été interceptés, l'un à Huesca, les 2 autres un peu plus tard à Saragosse par la police et la garde civile espagnole. Des coups de feu ont été tirés de part et d'autre au moment de leur arrestation, mais sans faire de blessés. La femme de Dos Santos, qui avait loué l'hélicoptère, a également été arrêtée. Reste le 4e évadé, Hamid Mazouz, toujours en cavale. C'est hier, en fin d'après-midi, que les 4 détenus avaient réussi à gagner le toit de la prison de Lannemezan, après avoir dérobé les clés de 3 gardiens sous la menace d'un couteau. Simulation de mutinerie, le temps de permettre à l'hélicoptère, loué et détourné par la femme de Dos Santos, de parvenir sur le toit de la prison. Une fois à bord de l'appareil, les évadés avaient gagné la frontière espagnole, distante d'une 50aine de kilomètres. Ça n'était pas une hallucination collective. Plusieurs dizaines de témoins ont vu hier soir en plein ciel un triangle lumineux ou une boule incandescente. En clair, un ovni, un objet volant non identifié. Ça ne veut pas dire pour autant que les extraterrestres soient venus nous rendre visite, loin de là. Mais l'image en a marqué plus d'un. Dominique Dumas. Comme sur ce document, on aurait voulu y croire. Une formation triangulaire lumineuse semblable à un gigantesque cerf-volant a été observée par des dizaines de personnes hier vers 19 h. Des témoignages enregistrés à plusieurs centaines de kilomètres de distance, en Bretagne, en région parisienne, dans le sud-ouest de la France, sur la Riviera italienne et en Alsace. Je sortais de ma voiture et je regarde dans le ciel et qu'est-ce que je vois? J'ai l'impression que c'était des avions qui étaient en manœuvre, donc ils étaient en triangle. Et ce qui m'étonnait pourtant, c'est que j'ai entendu aucun bruit, donc je me suis dit, ou alors ils volent à très haute altitude, mais alors je les verrai pas, donc ça me paraissait pas logique. Et après je me suis dit, bon bah c'est peut-être des étoiles filantes, mais comme il y en avait presque une dizaine, je me suis dit c'est quand même assez exceptionnel.
j'ai fait un vœu et puis je me suis dit on verra bien. Suite à ces informations, je me suis renseigné au centre de contrôle civil de Reims, qui lui m'a fait savoir que quelques pilotes avaient signalé des phénomènes bizarres, mais j'ai pas eu plus de détails. Hélas, pour les amateurs de soucoupes, l'Observatoire de Munich vient d'annoncer qu'il s'agirait de météores. Déjà à Paris, l'aviation civile ce matin était sceptique, pensant aussi à des débris de satellites ou à des météorites. Tant pis pour les petits hommes verts, toujours attendus sur la planète bleue. Du sport maintenant avec la Route du Rhum, un peu plus de 48 heures après le départ de la course, une bataille sans merci pour prendre la tête de l'épreuve. Le classement change d'heure en heure, on retrouve tout de suite au PC Course Yves Pellissier. Où en sont les concurrents, Yves ? Bonsoir Élise, eh bien nous nous retrouvons ici au PC Course de la maison de Radio France alors que se termine la liaison du soir avec les concurrents actuellement en course. Ils sont une trentaine, plusieurs fois par jour on les retrouve. Nous avons parlé tout à l'heure du classement et de l'évolution effectivement très rapide des positions, mais en parlant de liaison radio, je vous en ai préparé un rapide extrait pour vous montrer un peu l'ambiance qui règne entre ces gens sur l'eau et ici la terre. Il s'agit d'Alvard Mabir, un skipper normand qui est à la barre d'un catamaran, qui a connu cette nuit avec la vitesse un incident qui aurait pu mal tourner, c'est-à-dire qu'il a planté les étraves de ces deux coques dans l'eau, ça a freiné brutalement le bateau, ça aurait pu mal se terminer, et bien ça s'est bien fini. Il a eu vraiment très peur, il n'en perd pas son sens de l'humour, écoutez-le. Eh ben, sensation forte garantie, hein. On dort pas tellement tranquille, hein. Enfin, c'est sûr que c'est limite cette histoire. Ce qui est un petit peu galère, c'est l'histoire d'habiter dans les deux coques, quoi. Ça c'est un petit peu le bordel parce que je passe un peu mon temps à faire des va-et-vient. Quand je suis dans la coque tribord, il faut que j'aille faire des courses dans la coque bâbord. Et quand je suis dans la coque bâbord, il faut que j'aille chercher la gazinière et la cuillère et la casserole dans la coque tribord. Enfin, tu vois, c'est un petit peu le déménagement permanent là. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation évolue vraiment très vite. Nous allons regarder la position sur une carte de la tête de la flotte. Vous allez voir dans quelques secondes que je dirais la dizaine de bateaux de tête sont à l'heure actuelle à mi-chemin des Açores. Comme vous le voyez sur cette carte, eh bien, ils ont très peu d'écart entre eux et les classements qui évoluent vraiment très vite. D'heure en heure, nous donne ce soir en tête Loïc Perron sur son trimaran l'Adapoc, suivi par un catamaran, le groupe LG mené par Bertrand de Broc. Et en troisième position, Florence Artaud sur son trimaran Pierre Ier. Nous nous retrouverons plus tard dans la soirée pour un point beaucoup plus complet en images et avec la totalité des classements vers 22h30 ou un peu plus après l'édition de Soir 3, Élise. Merci beaucoup Yves. Du sport toujours et même un exploit sportif. Regardez bien ces images. Même au mondial, on n'avait jamais vu ça. Un but inscrit par un gardien de but. C'était dimanche soir au Chili, sur le terrain de Valparaiso. Et le prodige est signé Brunelli, le gardien de but des Wanderers. Un but de près de 100 mètres. Pour la petite histoire, les Wanderers ont gagné leur match 2-1 contre Fernandez Vial. Et l'équipe est contente, on la comprend. Il était truculent, il était drôle, son talent était immense. Raymond Oliver était aussi à l'aise derrière ses fourneaux que devant une caméra. Le grand chef du Grand Véfour s'est éteint ce matin à Paris. Il avait 81 ans, mais personne n'oubliera jamais le goût de son foie gras ou sa manière d'en parler. Sabine Gorny. Ce que j'ai voulu en cuisine, c'est que les chefs puissent signer leur travail. De l'huile dans une casserole. De l'huile dans une casserole. Dans cette huile, pour ne rien changer à mes habitudes, j'ajouterai un morceau de beurre. C'est la recette des rigots, comment? Alors ça, c'est des rigots au Québec. Ah, monsieur Oliver, vous en avez fait saliver des téléspectateurs. Pensez, art et magie de l'ORTF, la grande cuisine venait enfin chez nous et le rendez-vous a duré 14 ans. C'est que vous étiez fidèle à vos origines bordelaises, à votre cuisine de terroir, à base de confit, de foie gras, de palombes, d'ortolans, arrosés de sauternes, cuisine de tradition. Fidèle au Grand Véfour où, grâce à vous, le tout Paris se précipita à nouveau. 36 ans de règne absolu derrière les fourneaux. Fidèle à vos amis, vos clients, c'était la même chose. La grande Colette, elle habitait juste au-dessus. Ou Cocteau qui disait qu'avec vous, les marmites du diable cédaient la place à la cuisine des anges. Il a toujours créé certains plats en fonction des gens qui venaient le voir et en fonction, si vous voulez, des célébrités qui sont venues dans son restaurant. Et n'hésitez pas à créer un plat en l'honneur de ces célébrités. Vous disiez, monsieur Oliver, les aliments sont comme les mots. Le cuisinier en est le poète. Le poète s'en est allé hier, à l'âge de 81 ans.
Il est 20h05. Tout de suite, le rappel des titres du 19-20. Florence Daucher. L'Amérique vote aujourd'hui. Il s'agit de renouveler les sièges de 36 gouverneurs, du tiers des sénateurs ainsi que la totalité de la Chambre des représentants. Des élections test à mi-chemin du mandat de George Bush. Le Conseil de l'Europe s'ouvre aux pays de l'Est. La Hongrie devient le 24e pays membre de la plus ancienne organisation d'après-guerre destinée à promouvoir la coopération européenne. Après Paris, la province, ils étaient 8000 lycéens défilés dans les rues de Besançon, 6000 à Toulouse, 2500 à Marseille et autant à Istres, à Lorient, à Metz, à Reims. Un enjeu, maintenir la pression. L'opposition, quant à elle, demande une réforme radicale de l'enseignement. D'importantes forces de police lancées à la poursuite du dernier évadé de la prison de Lannemezan, toujours en cavale. Les 3 autres fuyards ont été interceptés dans la journée par la police espagnole. Les programmes sur la 3 ce soir à 20h35. Surtout, n'oubliez pas Audit, l'émission de Paul Amar avec un face-à-face exceptionnel entre Lionel Jospin, des lycéens et des jeunes. Juste après cela, hors sujet à 21h35 et enfin à 22h30, soir 3 présenté par Marc Hautement. Tout de suite, la météo de Michel Touré. À demain 19h. Bonsoir.